Donc, on reprend. On vient juste de terminer le chapitre 5, où on avait vu la corrosion dans le cas des alliages. Et on s'était contenté à un seul alliage binaire où on a un composant, un constituant, pardon, qui est majoritaire et le deuxième qui est minoritaire, pour faciliter un petit peu les choses et seulement pour vous donner un petit aperçu comment les choses peuvent se compliquer dans le cas où on a plus qu'un métal. Maintenant, on passe au chapitre 6, où on va un petit peu essayer de voir les méthodes de protection contre la corrosion dans le cas des hautes températures ou bien dans le cas de la corrosion sèche. Et on peut citer les différentes méthodes dans ce cas. On peut commencer par la méthode qu'on vient de voir, c'est par un dopage. D'accord? On vient de voir que en ayant deux oxydes avec des cations qui sont différents, on peut introduire, doper notre oxyde, qui peut être la matrice, le réseau, qui va devenir moins diffusif d'ions et moins conducteur électronique pour rendre la couche à la fin protectrice. Alors, par dopage, dans ce cas, à l'aide d'impuretés susceptibles de modifier les propriétés du film habituellement produit, dans ce cas, on vient de le voir, on vise à réduire la conductivité ionique et électronique. Je vais insister sur le fait qu'on vient de le voir dans le cas des alliages, mais j'ai dit que c'est la même méthode qu'on peut utiliser pour protéger aussi dans le cas d'un métal seul, puisque vous savez que vous avez une couche d'oxyde qui va se former au-dessus. Vous connaissez la nature de cette couche d'oxyde, si elle est de type P ou bien de type N. Là, vous pouvez venir et essayer vous-même de la doper par un cation, par un élément qui est une valence selon le type d'oxyde que vous avez. D'accord? On avait dit que pour ralentir la réaction dans le cas d'un type N, on devrait doper par des cations avec une valence qui est, dans ce cas, supérieure pour capter les électrons. Pour le type P, on a les lacunes qui devraient être remplies par des cations avec une valence qui est, dans ce cas, inférieure et qui permettrait comme ça d'éviter la conductivité ionique et aussi, par conséquent, la conductivité électronique. On abaisse donc la vitesse de la réaction parabolique. Dans ce cas, on essaie au maximum de, vous vous rappelez de la parabole, on essaie au maximum de rabaisser cette vitesse de la réaction pour la rendre de plus en plus constante. Dans ce cas, les limites pratiques sont la formation directe de l'oxyde du soluté. Au lieu d'avoir la formation de cet oxyde qui est dopé, au lieu de l'introduction de ces impuretés ou bien de ces cations, vous pouvez avoir la formation directement de l'oxyde du soluté, ça veut dire de l'oxyde de ce cation. Et dans ce cas, donc, si vous avez formation de cet oxyde, ça veut dire qu'il n'a pas interagi avec votre oxyde initial que vous vouliez rendre protecteur. Ou bien la création d'un film biphasé. Donc, au lieu d'avoir le seul film, on peut directement le relationner avec l'oxyde de soluté. Au lieu d'avoir le seul film ici de protection, vous avez donc un film qui est biphasé. Et aussi, une autre contrainte qui peut exister, c'est la température, puisque le fait que la température puisse soit donc, permettre d'avoir, comme dans le cas de l'eutectique, des températures de fusion plus faibles, ça veut dire que votre couche va devenir liquide, ou bien littéralement rendre cette couche volatile et qu'elle disparaisse de la surface de votre métal ou bien de votre alliage et que la réaction continue. D'accord? Donc, trois contraintes qui peuvent exister, trois limites pratiques dans ce cas. À la température, aussi, on peut lui rajouter les différences aussi
des propriétés mécaniques, par exemple la dilatation thermique pour chaque couche, etc. Si vous vous rappelez bien, donc on avait parlé des fissures, de la couche qui peut se former au-dessus. Ça veut dire que les propriétés de la couche d'oxyde aussi donc, sont en relation avec la température. Il faut tenir en compte de ce facteur température dans ce cas. Et en effet, le rapport des conductivités électroniques et ioniques nécessite des éléments d'addition de valence opposée, on vient de le voir, selon bien sûr le rapport que vous avez, s'il est supérieur ou inférieur à 1. D'accord? Est-ce que c'est la conductivité est ionique ou bien elle est électronique? Si elle est donc électronique, on avait dit qu'on devrait capter. Comment faire pour capter? Ça veut dire qu'on va introduire des ions qui ont une valence, un état d'oxydation qui est supérieur à ceux formant le réseau de l'oxyde initial. Ou bien, si on a une conductivité qui est plus ionique, ce qu'on doit faire, c'est remplir les lacunes dans ce cas et compenser bien sûr les trous au lieu de compenser les électrons. Premier cas, protection par dopage. On vient de le voir et on l'a vu vraiment en détail. Vous pouvez y revenir pour voir les différents mécanismes. Un exemple, ceci est rencontré, donc on a vu ces exemples dans les alliages de NiCr. On parle ici du cas où on a effet de la température. Comme donc NiO est un oxyde de type P, l'addition du chrome 3+, devrait augmenter sa conductivité. On vient de voir cet exemple du nickel-chrome où on avait introduit du chrome, ce qui a provoqué la présence de plus de lacunes, ce qui augmente la conductivité, dans ce cas ionique, et ensuite, par conséquence, augmente aussi la conductivité électronique. D'accord? Aux températures élevées, la conduction ionique devient de plus en plus grande et les lacunes complémentaires dues à la présence de Cr3+, accroissent la vitesse d'oxydation. D'accord? Plus la température est élevée, plus la conductivité ionique va augmenter et on aura plus d'oxydation et la vitesse d'oxydation, la cinétique devient de plus en plus grande. Mais il faut noter aussi que ça va dépendre fortement de la teneur ici en chrome. D'accord? Si la teneur en chrome est supérieure à 10%, il y aura automatiquement formation d'une couche Cr2O3 qui est continue et qui sera protectrice. Cr2O3, on sait qu'elle est une couche qui est relativement stoichiométrique. C'est une couche qu'on utilise en général pour protéger les métaux contre la corrosion à haute température, les métaux ou bien les alliages. Ça veut dire que si la teneur est suffisamment grande, si le soluté il est de plus de 10%, on peut avoir une couche qui va directement être protectrice au lieu d'avoir ce phénomène ici de diffusion qui va augmenter. D'accord? Il faut faire attention. Il faut voir dans quelles conditions on se situe, que ce soit les conditions de température, conditions thermodynamiques, que ce soit les conditions de quoi? De teneur, de fraction, de pourcentage en nos métaux ou bien nos oxydes. D'accord? Vous vous rappelez bien de l'autre exemple où on avait dit que à une fraction donnée, on peut avoir abaissement de la température de fusion des deux oxydes. On aura un point eutectique. D'accord? Ça va dépendre fortement des teneurs, des conditions thermodynamiques, de la température. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre les choses d'une manière qui est absolue. Que ce sont des règles à suivre d'une manière aveugle. Il y a des conditions dans lesquelles on devrait avoir notre système pour avoir telle protection ou telle oxydation. Passons maintenant à une autre méthode. L'autre méthode, elle va être directement relationnée avec cette petite remarque que j'avais annoncée ici, par une addition d'alliage convenable. Dans ce cas, le choix de l'alliage devrait être de telle sorte qu'une couche protectrice puisse se former à la surface. Ça veut dire que l'un des
constituants devraient être capables de former une couche protectrice. En général, ce sont l'aluminium et le chrome qui permettent de former ce type de couche qui est protectrice. Je peux même y rajouter donc le silicium, d'accord? SiO2 aussi, peut-être une couche qui est protectrice vu que ce sont des oxydes qui sont stoichiométriques, on va dire. Pas complètement, mais relativement stoichiométriques, d'accord? Donc, capable de permettre la formation d'un film très protecteur, une élévation de température ou de teneur en éléments d'addition, par exemple l'aluminium ou le chrome, favorise la formation de ce film. En pratique, les alliages commerciaux résistent à l'oxydation, résistant à l'oxydation. Ils tirent cet avantage de l'efficacité du film, soit d'oxyde d'aluminium ou d'oxyde de chrome, dans ce cas, dans ces alliages. D'accord? Ce sont des alliages qui peuvent être formés généralement d'aluminium ou de chrome et dans une matrice, dans un solvant qui peut être cuivre, fer, nickel, etc. D'accord? Avoir l'alliage convenable qui est un métal, donc qui contiendrait un métal qui va permettre à un certain moment de former une couche. Cette couche qui va se former au-dessus, comme on avait vu donc avant, va être une couche stoichiométrique et va avoir la propriété d'être protectrice dans ce cas. Premier cas, par dopage, par des cations à différentes valences selon les cas. Deuxième cas, par addition d'un alliage convenable. Et dans ce cas, en général, ça peut être contenant de l'aluminium ou du chrome ou bien du silicium. Est-ce que c'est clair? Pour ne pas passer rapidement sur ça. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur, c'est clair. Passons à une autre méthode de protection par revêtement de nature qui peut être variable. Les types de revêtement, elle peut être par projection au pistolet ou bien ce qu'on appelle en général dans l'industrie choupage. Dans ce cas, le choupage peut être effectué par l'aluminium, permettant la réalisation d'une couche superficielle de fer aluminium, elle-même revêtue d'oxyde d'aluminium. Le choupage, c'est quoi? C'est au niveau de l'industrie, c'est l'utilisation d'un pistolet. On va voir une petite vidéo parce que je crois qu'une image vaut donc 1000 fois des mots ou bien des phrases. On va voir des vidéos sur YouTube où vous allez voir les différentes méthodes, celles que vous ne connaissez pas en général, de revêtement, donc de dépôt de couches au-dessus de votre alliage ou bien de votre métal pour protéger contre la corrosion. Mais grosso modo, pour que vous ayez une idée, le choupage, on a dit une projection en utilisant un pistolet. Ce pistolet, donc, il est constitué d'une partie qui va vous permettre de projeter une poudre, dans ce cas, dans l'exemple de l'aluminium, une poudre d'aluminium sous forme métallique, qui va être projetée par une flamme, d'accord, directement sur votre substrat, sur votre alliage ou bien sur votre métal, d'accord. Et pourquoi? Donc, puisque c'est sous forme d'une flamme, ce que vous allez faire, c'est qu'au niveau de la surface, par exemple du fer dans ce cas, ce que vous allez faire, c'est provoquer la formation d'un alliage juste à la surface, d'accord, qui sera un alliage fer-aluminium, qui à la fin peut même se transformer sous forme d'oxyde d'aluminium. Et on vient de voir que l'oxyde d'aluminium peut être donc une couche très protectrice, d'accord. Ça peut être un choupage nickel-chrome dans ce cas. Dans ce cas, ce sera le chrome, et complété aussi par un choupage d'aluminium.
Ça peut être des oxydes donc, métalliques ou de mélange d'oxydes et de métaux. Donc ici, ce qu'on appelle donc en général des céramiques dans des matrices avec des métaux. Dans ce cas, ça peut être du nickel, magnésium. Et comme on avait déjà vu, on peut donc mélanger ces deux pour avoir une couche qui soit protectrice en tenant compte bien sûr des valences, ou bien des oxydes purs à haut point de fusion pour les usages à température au-dessus de 1500 degrés. Ou bien utiliser directement des oxydes qui sont purs, mais puisqu'on connaît les températures d'utilisation de nos alliages ou bien nos métaux, ce qu'on va faire, c'est utiliser des oxydes qui ont des températures de fusion qui sont au-dessus de 1500 degrés Celsius. D'accord? Ce qui va permettre que ces oxydes continuent à effectuer donc leur rôle protecteur. D'accord? Je ne sais pas s'il y a un autre exemple. Donc, avant de continuer, on va voir la petite vidéo où je pourrais même vous expliquer, dans ce cas, le choupage. Donc, vous voyez que c'est une pistolet, c'est un pistolet, pardon, c'est un pistolet où vous avez donc l'introduction de ce côté de votre métal sous forme de poudre qui sera introduit ici. Et vous avez bien sûr tout un système d'air comprimé, par exemple, ici, et bien sûr de combustible. Pour avoir notre flamme, on devrait avoir un combustible en présence d'air comprimé. Et vous avez tout un système aussi, vous allez voir que vous avez beaucoup de tuyaux ici. Donc les tuyaux, soit c'est pour ramener le combustible et l'air comprimé, soit c'est pour refroidir aussi votre pistolet, sinon vous n'allez pas pouvoir donc la maîtriser. D'accord? Et comme ça, votre aluminium, par exemple, qui va venir ici sous forme de poudre, va être directement déposé sur votre substrat ici, que vous voyez ici. C'est pratiquement comme si on était en train de peindre notre, ici notre alliage. Mais le dépôt ici, par exemple, d'aluminium, peut-être aussi, puisque la flamme, elle a une température qui est relativement élevée, va permettre aussi directement de former votre couche d'oxyde d'aluminium. On va voir la vidéo pour que vous ayez une petite idée. Donc, je vous recommande aussi de regarder sur YouTube les différentes possibilités de protection que vous avez donc disponibles. D'accord? Donc, vous voyez que vous avez une partie qui était donc, plus gris foncé et une partie qui devient de plus en plus blanche. C'est comme si on était en train de déposer une peinture, mais là, ce n'est pas une peinture. Donc, réellement, là, c'est un dépôt d'une couche ici qui est protectrice par choupage et ça peut être une couche d'oxyde d'aluminium. D'accord? Je crois que visuellement, c'est encore mieux. On continue notre type de revêtement, donc de couche qui peut être déposée à la surface de votre substrat métallique ou bien votre alliage. Ça peut être par dépôt chimique,
complété d'une étape de diffusion. On peut dire donc la chromisation ou bien la chromaluminisation. Vous voyez qu'en général, on se base sur les éléments chrome et aluminium pour effectuer ce type de protection. On a dit dépôt chimique. Est-ce que quelqu'un peut me dire un type de dépôt chimique qu'il connaît et que nous avons déjà vu? Le dépôt chimique par électrolyse, si vous vous rappelez bien. Vous aviez déjà vu avec moi l'électrolyse en première année. Par électrolyse, vous avez un dépôt de chrome ou bien d'aluminium au-dessus de votre substrat, au-dessus de votre métal, à la surface de votre métal ou bien de votre alliage. Et bien sûr, cette étape de dépôt peut être complétée par une étape de diffusion, ce qui va permettre à ce moment-là de former la couche soit d'oxyde de chrome ou bien d'oxyde de chrome et d'oxyde d'aluminium, qui seront deux couches qui sont très protectrices à la surface de votre substrat métallique ou en alliage. On peut aussi donc utiliser un dépôt par projection plasma d'une barrière thermique. D'accord? Donc, une barrière thermique, donc c'est un revêtement donc, qui peut être effectué donc, sous forme de différentes couches, on va dire. Donc ces couches auront des propriétés mécaniques et des propriétés de résistance donc, au gaz, de résistance au gaz, à l'oxydation du gaz, donc, qui sont très élevées, qui vont permettre dans ce cas isoler donc, votre substrat, votre métal ou bien votre alliage, l'isoler complètement des gaz qui sont à haute température qui vont permettre donc l'oxydation s'ils étaient exposés. D'accord? Donc, on va déposer différentes couches à la surface de notre métal et ces couches ont des propriétés donc d'isolement très élevées. Ils vont isoler, elles ne vont pas être affectées par les hautes températures et le gaz qui, en général, pourrait oxyder votre substrat ou bien votre métal ou bien votre alliage. Ici, je donne l'exemple d'un super alliage. Donc, le super alliage, donc je viens de le dire, c'est un alliage qui a des propriétés mécaniques et thermiques qui sont très importantes, qui peuvent résister à donc, des tensions mécaniques ou bien des températures très très élevées sans être affectées. Donc, ça sera notre barrière thermique, elle sera composée d'un super alliage qui peut être donc cobalt, chrome, aluminium et yttrium, à différents pourcentages bien sûr, ou bien nickel, chrome, aluminium et yttrium, avec une couche d'oxyde de zircone et 8% d'oxyde d'yttrium. D'accord? Et la manière avec laquelle on procède pour déposer cette barrière thermique, en général, elle est par projection plasma. Ça veut dire qu'on introduit les différentes poudres qu'on veut déposer. On a notre substrat et ce qu'on va faire, c'est élever la température de cette poudre, bien sûr en la projetant, en la dirigeant sur notre substrat, sur notre métal, sur la surface de notre métal. On va la diriger avec une température qui est très très élevée, qui peut arriver à plus de 10 000 degrés Celsius. D'accord? Et comme ça, on aura dépôt direct de nos différentes couches. Ici, bien sûr, on va l'effectuer par étapes. Mais encore une fois, je vais reprendre YouTube pour voir un dépôt par projection plasma dans ce cas.
Le procédé de projection thermique par plasma permet de recouvrir la surface d'un objet d'un revêtement métallique, céramique ou polymérique. Le revêtement confère des propriétés supérieures à la surface, que ce soit au niveau de la résistance à l'usure, à la corrosion ou tout simplement pour l'apparence esthétique de l'objet. Pour créer le revêtement, le matériau à projeter doit être transporté. Vous voyez que ici, il est en train de charger donc, notre appareil par une poudre. D'accord? Cette poudre peut être l'une des couches qu'on va déposer. D'accord? Donc, que ce soit l'oxyde d'yttrium ou bien l'oxyde de zirconium ou bien par la suite donc, le super alliage qui sera la couche finale. D'accord? Et en une fine poudre. La pièce à recouvrir est placée dans un dispositif de fixation. La pièce à recouvrir dans ce cas, donc ce sera cette pièce. D'accord? Dispositif de fixation. Le procédé de projection par plasma est entièrement automatisé. Un bras robotisé manipule la torche. Vous voyez qu'il y a ici une flamme qui vient d'appeler la torche, avec une température très élevée qui va diriger, qui va projeter notre poudre sur cette pièce ici métallique. De projection, tandis que l'opérateur contrôle la puissance du plasma, le débit de poudre et le débit de gaz. Cette technologie utilise la chaleur du plasma, pouvant atteindre 12 000 degrés Celsius, pour fondre en vol les particules de poudre. Les gouttelettes se solidifient instantanément au contact de la surface, créant un dépôt protecteur très résistant. Vous voyez que par projection de cette poudre, bien sûr, à des températures très très élevées, il vient de dire que la fusion va s'effectuer sur le vol, mais la solidification va s'effectuer directement sur donc, la surface de votre métal, et comme ça, votre métal va être protégé. Je ne sais pas si je crois que j'ai une image ici, donc d'un dépôt. Donc ici, c'est juste une représentation de comment on va protéger cette couche. Donc, ces différentes couches, comment elles vont protéger votre pièce. Donc, votre pièce, c'est celle-là. Et l'air chaud ou bien les gaz chauds vont être donc, directement en contact avec donc, votre couche, vos différentes couches de protection. Et ici, j'ai un exemple ici avec un microscope, je crois, optique, donc, où vous avez donc, votre super alliage des différentes couches qui ont été déposées. D'accord? Vous avez deux couches ici. Ici, on ne nous montre pas donc, quelle est celle qui est de zirconium et quelle est celle d'yttrium, mais ici, donc, c'est un alliage donc, où il y a donc, pratiquement les deux. Et ici, donc, la partie qui est en dessous, c'est notre super alliage. D'accord? Donc, elle sera déposée sous forme de différentes couches. Bien sûr, donc, la partie interne sera, dans ce cas, donc, isolée de la partie externe où l'oxydation pourrait se produire. D'accord? Alors, récapitulons les différentes méthodes de protection qu'on vient de voir. Par dopage, et on a vu le mécanisme. On avait dit par addition d'alliages convenables directement, qui vont permettre de former une couche protectrice, que ce soit d'aluminium ou bien de chrome ou bien de silicium. On a dit par revêtement et on a vu par projection au pistolet ou bien ce qu'on appelle chouppage. Par dépôt chimique, on a dit l'électrolyse peut être une méthode, mais en même temps, donc, on effectue une étape de diffusion pour permettre de former la couche protectrice et par projection plasma d'une barrière donc thermique. C'est une méthode qui est similaire à celle du chouppage, mais dans ce cas,
bien sûr utilisé à des températures qui sont beaucoup plus élevées et pour former donc des alliages qui sont appelés super alliages dans ce cas. D'accord? Avec ceci, je peux donner pour conclure notre cours. D'accord? Avant de terminer et de passer à l'exemple d'examen, est-ce que vous avez des questions, des doutes? Pour que je puisse y répondre dès maintenant et pour que vous puissiez donc terminer le cours sans avoir donc de doutes sur ce qu'on a fait. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Oui, c'est clair. Je l'espère bien. Ce qu'on peut faire maintenant, puisqu'on n'a pas de TD, on n'a pas le temps pour un TD, ce qu'on peut faire, c'est, je vais vous donner un exemple d'examen que j'avais donné. D'accord? Donc, c'est un examen de rattrapage dans ce cas. Parce que grosso modo, donc, tout ce qui est question de cours, c'est clair. Vous avez les différentes étapes, vous avez peut-être quelques définitions. D'accord? Donc, ça, c'est le cours, vous l'avez déjà. Mais je vais donner ici un exemple de problème que j'ai donné. C'est un examen de rattrapage. Il était de 20 à une demi-heure, d'accord? 20 minutes à une demi-heure. D'accord? Donc, dans un premier temps, quand on voit l'examen, on se dit que c'est un examen de 2 heures. D'accord? Mais il faut bien savoir comment traiter donc l'exercice. D'accord? Essayez d'agrandir ça. La première question, citer et décrire brièvement les différentes étapes de l'oxydation d'un alliage à température, pression partielle et début gazeux fixé. Je dis citer et décrire brièvement. Je ne demande pas de m'écrire tout le cours. Et en général, vous perdez déjà beaucoup de temps au niveau de la réponse à ces questions. Bon. Citer les différentes étapes d'oxydation. Faites attention ici. L'oxydation de l'alliage. D'accord? Je ne parle pas du métal. Il faut faire attention. Quelles sont les étapes qu'on avait vues pour l'oxydation d'un alliage? Allez. Est-ce que vous voulez que je fasse l'exercice tout seul? Les différentes étapes. Étape transitoire. Étape stationnaire. Et étape de déstabilisation. Vous vous rappelez ou pas? Est-ce que vous voulez que je revienne sur le cours? D'accord? Étape transitoire, étape stationnaire et étape de déstabilisation. On avait dit que l'étape transitoire, c'est l'étape, donc brièvement, j'ai dit, définir. Si vous voulez écrire d'une manière étendue, vous allez écrire tout ça. Moi, je demandais brièvement. C'est l'étape. Donc, transitoire, c'est l'étape pour laquelle on a la formation de l'oxyde, de la couche d'oxyde. L'étape stationnaire, c'est une étape pour laquelle l'évolution devient plus lente. Elle a une vitesse qui a une loi cinétique parabolique et c'est l'étape que devrait être maintenue pour maintenir notre alliage sans oxydation, bien sans continuation d'oxydation, d'accord? Pour que l'alliage soit protégé. Et l'étape de déstabilisation, c'est l'étape pour laquelle l'intégrité de l'alliage
est affecté. Et c'est terminé. Vous n'avez pas besoin de m'écrire tout ce qui est écrit ici. Sinon, vous avez besoin de 20 minutes pour répondre à la première question. Donc, c'est vraiment aller à l'essentiel de ce qu'on a vu. D'accord? Et faites attention, j'insiste, c'est l'oxydation d'un alliage. Pour moi, en général, ce que me répondent les gens, ce sont les différentes étapes de l'oxydation du métal, où on a la première étape qui est l'adsorption. Je vais aller directement ici. L'adsorption, la deuxième, c'est la germination, la troisième, croissance latérale, la quatrième, la croissance perpendiculaire ou bien verticale. Donc, non. Dans ce cas, je demande pour l'alliage, il faut faire attention. D'accord? On demande de donner 2 exemples de méthodes de protection contre la corrosion à haute température en citant un exemple pour chaque méthode. D'accord? 2 méthodes et en nous donnant effectivement quel sera le composé qui pourra dans ce cas jouer le rôle. Il y a mon chat qui est en train de jouer derrière moi. Pardon. Il y a mon chat qui est en train de me déranger. Allez, on reprend. Donner 2 exemples. Donc, 2 exemples des méthodes et 2 exemples concrets de quel type de couche qui pourrait être donc utilisée pour la protection. On vient de voir différentes méthodes. La première, la plus simple, déjà, c'est le dopage. Et le dopage, dans ce cas, vous pouvez dire NiO, par exemple. NiO, c'est quoi? C'est un type P. NiO peut être protégé par un cation lithium, dans ce cas. D'accord? On peut dire par dopage, K de NiO, ou la couche dans laquelle on peut introduire un lithium, ou bien du lithium, qui a une valence inférieure à celle du nickel, pour que la couche devienne protectrice. D'accord? Un autre exemple. On a parlé, par exemple, si vous vous rappelez, de dépôt par projection plasma de barrière thermique. Et vous mettez, par exemple, cobalt, chrome, aluminium, yttrium, et avec donc cet alliage, donc oxyde de zirconium et l'oxyde d'yttrium. Ou bien par projection, donc par choupage. Je ne vais même pas dire par projection au pistolet. D'accord? Par choupage, en déposant une couche métallique d'aluminium qui va à la fin se transformer en oxyde d'aluminium. D'accord? Donc vous avez différents cas ici. Ici, dépôt chimique, vous avez la chromatisation. Ça veut dire que vous allez déposer par électrolyse du chrome et ensuite le transformer en oxyde de chrome pour qu'il devienne donc la couche protectrice. Donc vous avez plusieurs possibilités. D'accord? Ensuite, maintenant, on passe au problème. La troisième question, des études d'oxydation du fer à 900 degrés ont fourni les résultats des épaisseurs des couches d'oxyde et on nous donne les différentes couches d'oxyde. D'accord? Donc, que ce soit donc, l'hématite et la magnétite, bien la magnétite et l'hématite, et l'épaisseur totale des 3 couches d'oxyde formées. On nous donne ces épaisseurs pour chaque oxyde de fer et on nous donne l'épaisseur totale. D'accord? En fonction, bien sûr, du temps. Donc ici, des études d'oxydation du fer à 900 degrés. On va supposer que vous n'avez jamais vu l'oxydation du fer sur le cours. D'accord? Des épaisseurs des couches d'oxyde, 2 épaisseurs, et l'épaisseur totale des 3 couches d'oxyde formées. On nous dit qu'il y a 3 couches qui se forment. D'accord? Donc vous avez Fe2O3, Fe3O4, et qu'est-ce qu'il manque? Sans avoir vu le cours, sans savoir que c'est FeO, c'est la woostite dans ce cas. Donc sans le savoir,
Vous pouvez même mettre EX, l'épaisseur de la couche du fer FEX. D'accord? Donc vous avez 3 couches. On vous demande de montrer que la loi est parabolique, que la loi parabolique est vérifiée. Donc on nous donne déjà que la loi est parabolique. D'accord? On nous demande seulement de vérifier que c'est vrai. Et ensuite calculer les constantes de vitesse associées pour chaque fer, chaque oxyde de fer, pardon. Comment on va procéder dans ce cas, à votre avis? Qu'est-ce que vous devriez faire? Donc, premièrement, vous devriez être intelligent et savoir qu'il vous manque une couche ici. Il vous manque celle de FeO et on vous la donne ici. On vous donne Fe3O4, Fe2O3 et FeO. Donc vous devriez premièrement calculer l'épaisseur de FeO. Donc l'épaisseur de FeO, c'est quoi? Ce sera l'épaisseur totale moins ces deux épaisseurs. D'accord? D'accord? Et maintenant, comment vous allez procéder pour résoudre? Donc, vous devriez savoir que l'examen, il est de 20 minutes. Ça veut dire que je ne peux pas vous donner quelque chose qui soit extraordinaire. Donc, de 20 à 30 minutes. Des fois, je vous laisse 5 minutes de plus ou bien 10 minutes de plus, juste parce que vous êtes en retard, mais l'examen, il est vraiment de 20 minutes. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, de difficile à résoudre. Comment vous allez résoudre maintenant? Comment vous allez savoir que la loi est parabolique, à votre avis? S'il vous plaît. Sinon, je suis en train de me parler. Je ne sais même pas si vous avez compris ou pas. Oui, monsieur, on est là. Alors vous répondez à la question. Comment vous allez procéder pour vérifier que la loi est parabolique? On vous donne que la loi est parabolique. On ne vous demande pas de chercher si la loi est linéaire ou bien parabolique ou bien logarithmique. Comment vous allez procéder? Tracer le graphe de T en fonction de E, l'épaisseur. Et comment vous allez retrouver K, la constante de vitesse? Ça va vous prendre une éternité pour le faire comme ça. D'accord? Il suffit. On va voir. Donc, premièrement, on a dit retrouver, donc, dans ce cas, E de l'oxyde de fer. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est E total moins E de Fe2O3 et Fe3O4. Vous allez retrouver ça. Et par la suite, je ne sais pas si je peux écrire ici comme avant. Je sais pas que je peux écrire. Non, ça ne me donne pas la possibilité de le faire. Donc, je vais aller sur PowerPoint et je vais essayer de mettre ici. Alors, on a dit que pour... Ici, c'est l'épaisseur. Donc, je vais prendre l'épaisseur. Donc, l'épaisseur au carré, on a dit de l'oxyde, c'est égal à quoi? C'est égal à K, constante de vitesse. K fois T. Donc, pour retrouver ça, ça ne sera pas très bien fait si vous faites directement, donc vous tracez directement E en fonction de T. Vous allez remplacer ça par Y. Et K, ça sera, ou si vous voulez, K, le T, ça sera X. Ça, c'est quoi?
Vous allez faire le calcul, mais tracer ça. Et T, c'est EX. Ça, c'est quoi? Si vous faites un graphe comme ça, vous allez avoir quoi? Une droite ligne, une droite qui passe par le 0. Une droite. Donc, il suffit d'avoir la droite. Il suffit de faire le calcul, retrouver la droite. Et la pente K sera directement la pente. Vous allez prendre 2 points, puisque c'est expérimental. Faites attention. Vous avez 2 points sur votre droite et vous avez résolu le problème. D'accord? Alors, vous allez prendre cette épaisseur au carré, d'accord? Et vous allez tracer, donc, dans ce cas, votre droite sur votre papier millimétré. Vous allez retrouver une droite. Faites attention, j'insiste sur ça, parce que ce sont des données qui, je dis ici que ce sont des données expérimentales. D'accord? Donc, les résultats expérimentaux. Résultats expérimentaux. D'accord? Donc, vous devriez prendre le maximum de points sur la droite. Vous pouvez avoir des points aberrants. C'est pour ça que ce n'est pas bien de prendre les points que vous avez. Et vous allez prendre pour la pente 2 points qui seront hors les points expérimentaux. D'accord? Pour avoir K avec une précision donc, vraiment chirurgicale, on va dire. D'accord? Donc, une précision, une très bonne précision. D'accord? Et vous allez donc prendre 2 points ici avec leur valeur. Donc, la différence entre les ordonnées sur la différence, donc, ici, sur les abscisses, va vous donner donc votre K. D'accord? Donc, il suffit, si vous avez une droite, il suffit de tracer. Si vous avez une droite, ça veut dire que la loi est comment? Linéaire ou parabolique? Vérifier. Et vérifier. Quelle loi? Linéaire. Linéaire. Non, Non, parabolique. parabolique, parce Non. qu'on a déjà fait au carré. Exactement. D'accord? Donc, la loi est vérifiée. Quelle loi? Celle-là. D'accord? La loi qui est vérifiée, c'est la loi parabolique. Ce qu'on a fait, c'est seulement donc un changement au niveau des inconnus. Donc, on a écrit Y pour E au carré, ça veut dire qu'on a une droite. D'accord? Si vous tracez E en fonction de 4T, vous aurez une parabole. D'accord? Si vous tracez E au Y en fonction de 4T, ça sera une droite. D'accord? Donc les maths, on va changer de variable. Au lieu, on va poser que Y est égal à E au carré, ça sera une droite. Si on a une droite, ça veut dire que la loi est vérifiée. Quelle loi? C'est la loi, c'est cette loi parabolique. Et pour retrouver la vitesse, il suffit de retrouver la pente. Et je vous conseille, parce que vous faites toujours ce que vous faites, c'est prendre directement d'ici, du tableau, et vous dites, je vais prendre ce point, et je vais prendre ce point, et vous retrouvez la pente. Non. Quand c'est expérimental, et je l'ai dit donc en première année, vous allez sur la droite, et vous allez prendre 2 points qui seront hors ceux qui sont expérimentaux, pour que vous puissiez retrouver votre pente avec une très bonne précision. Sinon, si vous prenez, par exemple, si vous avez un point aberrant ici, supposons que vous avez un point aberrant ici, d'accord, qui est ici. Donc, si vous faites la différence entre ça et ça, vous êtes sur une autre droite. D'accord? Vous serez sur une autre droite. Donc, idem, de la même manière, pour le reste, E au carré, on va écrire que ça, c'est Y. Et ici, E au carré de l'oxyde de fer, ça sera un autre Y. Et vous aurez effectivement, pour les trois, ce sont des lois qui sont paraboliques et chacune avec, bien sûr, sa constante de vitesse dans ce cas. D'accord? Donc, quand vous voyez que le temps, bon, il est de 20 minutes, ça veut dire que l'examen peut être effectué en 20 minutes. D'accord? Mais à la fin, ce que vous faites, c'est tracer donc, la parabole, comment faire pour avoir la parabole exacte, etc. Donc les gens,
ils se mêlent les pinceaux, ils se perdent, et à la fin, donc ils perdent leur temps et ils ne peuvent pas répondre. Pour moi, vous avez 15 minutes pour ça. Donc, si vous commencez par la troisième question, vous avez 15 minutes pour le tracer. Ce sera vraiment rapide. Vous pouvez même le faire sur pratiquement, donc, pour quelques cas, vous pouvez le faire sur le même graphe. Et vous revenez ici, vraiment ici, c'est mettre citer et dire brièvement, donc décrire brièvement, faire une petite description de chaque étape. Pas m'écrire tout le cours. Il y en a qui m'écrivent tout le cours. D'accord? Ici, donner des exemples, vous avez, par dopage, vous avez le nickel qui donne un oxyde qui est NiO, donc Ni de plus, on devrait lui rajouter un Li plus avec une valence qui est inférieure. C'est fini, vous avez le premier exemple. Deuxième exemple, par dépôt, par exemple chimique, dépôt par électrolyse du chrome sur le métal et ensuite effectuer une diffusion pour former la couche d'oxyde de chrome. Et vous avez vos deux exemples et vous avez tout le temps maintenant pour résoudre le problème. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui. Très bien. Alors sur ce, on a terminé le cours. Vous avez eu donc droit à un petit exemple. Et si vous avez des questions, vous avez des doutes, vous pouvez vous poser vos questions pour que je puisse y répondre. Sinon, on a conclu. Il ne me reste plus qu'à moi de vous envoyer donc les deux chapitres, les deux derniers chapitres. Si vous voulez, je peux même vous envoyer cette version de ce contrôle d'examen que j'avais donné. Et aussi, vous aurez donc disponible, comme d'habitude, les vidéos sur YouTube pour que vous puissiez toujours y revenir si vous n'avez pas compris quelque chose. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Dernière chance. Non, mais Tout est clair? Je suis vraiment content que tout est clair. Alors, si tout est clair, on peut donc clôturer la séance. Je vous rappelle que donc on a terminé. Vous serez donc examiné. Peut-être si les circonstances continuent à être celles qu'on est en train de vivre, peut-être que je vais effectuer donc un QCM au lieu de poser un problème. Mais si les circonstances s'améliorent, peut-être qu'on aura droit à un examen donc sous forme d'un problème. D'accord? Essayez de préparer. Et par la suite, je vais donner la main à Madame Khalil au niveau du cours, au niveau de Teams, pour qu'elle puisse commencer. Je crois qu'elle va commencer dès la semaine. Demain, on a une séance, non? Demain, c'est vendredi. oui, on a essayé. Et dès demain, elle va commencer. D'accord? Je vais essayer de lui passer la main aujourd'hui même, au niveau de Teams. Donc, vous allez recevoir le même message qu'avant, donc vous avez cours. Et par la suite, vous allez vous rencontrer avec Madame Khalil pour qu'elle effectue son cours qui est de la corrosion humide. D'accord? Je crois qu'elle va commencer demain. Essayez de la contacter pour être sûr. D'accord? D'accord, monsieur. Oui, d'accord. Si vous n'avez pas de questions, on peut conclure. Je vous laisse. Je vous souhaite bonne chance. Et on se revoit pour le contrôle. D'accord? D'accord, merci. Si vous avez des questions, des doutes, vous pouvez toujours me les envoyer sur courrier électronique, d'accord? Sinon, on peut toujours rester sur un petit peu la discussion, la conversation de Teams aussi. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des questions directement sur la conversation. Et comme ça, quand je réponds, tout le monde aura la question et la réponse.
au lieu de m'envoyer personnellement sur courrier électronique, vous pouvez toujours les envoyer aussi sur Teams. Je crois que, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Si vous le voyez, vous passez, on passe ici, mais sur Teams. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Et vous allez sur... Ça, c'est quoi? Groupe optique, corrosion, ici, ici. D'accord? Vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez ça. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez mon Teams? Oui, Oui, D'accord? monsieur, oui. Vous pouvez donc, je vais écrire salut à tous. D'accord? À tous, pas à tous, à tous. D'accord? Donc, vous pouvez envoyer vos questions sur le chat. Et comme ça, quand je réponds, je vais répondre à tout le monde à la fois. Et tout le monde va voir la question et la réponse, si vous avez des doutes. D'accord? Ça serait mieux comme ça. d'accord, monsieur. Alors, sur ce, je vous remercie et on se revoit donc. Je crois qu'on ne va pas se revoir. Peut-être qu'on va se revoir avec un des étudiants pour projet de fin d'études. On va se revoir pour l'examen et par la suite donc, avec l'un des étudiants pour projet de fin d'études. D'accord? Je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, Au monsieur. revoir, Au monsieur. revoir. Au revoir, monsieur. Merci.